Bonjour et bienvenue sur Floraison pour le 7e épisode de la série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis. On termine ici le 3e chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale, intitulé Colonisation et femmes aux foyérisations. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous encourage à le faire. Colonisation et accumulation primitive du capital. La période à laquelle il a été fait référence jusqu'à présent est appelée la période d'accumulation primitive du capital. Elle désigne l'accumulation du capital suffisant pour lancer le mode de production capitaliste avant qu'il ne puisse s'établir et se maintenir. La première phase de l'accumulation primitive s'est ainsi matérialisée par le pillage et l'exploitation impitoyable des richesses humaines et naturelles des colonies par les marchands et gouvernements européens. 15 millions d'Amérindiens sont décimés par les premiers conquistadors et 12 millions d'Africains sont déportés et soumis en esclavage au cours des siècles de la traite atlantique. Mariamis souligne la manière dont le prétexte de mission civilisatrice est utilisé pour persécuter les femmes pauvres européennes au cours de la chasse aux sorcières et pour piller et asservir les peuples dits barbares dans les colonies. Elle écrit « Tous deux sont définis comme une nature incontrôlée, dangereuse et sauvage, et tous deux doivent être maîtrisés par la force et la torture pour briser leur résistance au vol, à l'expropriation et à l'exploitation. Les études se consacrant aux vies des femmes esclaves sont arrivées tardivement. Elles ont longtemps été incorporées sans spécificité à l'horreur générale de l'histoire de l'esclavage. La chercheuse et activiste féministe trinidadienne Rhoda Reddock, ancienne étudiante de Mariamis, a écrit sa thèse sur l'esclavage dans les Caraïbes. Elle y montre que les colonisateurs ont utilisé un système de valeurs diamétralement opposé vis-à-vis des femmes des peuples subjugués et vis-à-vis de leurs propres femmes. Pendant de longues périodes, les femmes esclaves des Caraïbes n'étaient pas autorisées à se marier ou à avoir des enfants. Il était moins coûteux d'importer des esclaves que de payer pour la reproduction de la main-d'œuvre esclave. Dans le même temps, la classe bourgeoise a domestiqué ses propres femmes pour en faire des reproductrices pures et monogames de leurs héritiers, les excluant du travail hors de la maison et de la propriété. Ainsi, l'attitude des colons envers les femmes esclaves est principalement basée sur des calculs coût-bénéfice, et la question de la reproduction autorisée ou non de ces femmes va changer au cours des siècles d'esclavage selon les échelles de production. Dans un premier temps, de 1655 jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle, les propriétés coloniales sont relativement petites, et peu d'esclaves y sont attachés. Les planteurs comptent donc sur la reproduction naturelle de leurs esclaves pour renouveler leur main-d'œuvre. Durant la seconde période, qui s'étend de 1760 jusqu'au début du XIXe siècle, les plantations deviennent plus grandes pour lancer la production de sucre à grande échelle. Les femmes esclaves sont alors fortement découragées de tomber enceintes. Les propriétaires, en bons capitalistes, ont calculé qu'il était moins cher d'acheter que de faire reproduire, et qu'un esclave né et élevé sur la plantation coûtait au total plus cher qu'un esclave acheté au marché. Les femmes esclaves enceintes sont maltraitées et l'exploitation dans les champs compromet leur santé et la survie même de leurs enfants. Par conséquent, la natalité est très basse durant cette période et jusqu'au milieu du XIXe siècle dans les populations d'esclaves. Mais à la fin du XVIIIe siècle, la situation en Afrique a changé. Les esclavagistes ne peuvent plus y chasser leur main-d'œuvre aussi aisément. D'autant que les colons britanniques réalisent qu'il serait désormais plus profitable d'intégrer l'Afrique à leur empire pour épuiser les matières premières que l'industrialisation naissante réclame. Les sections les plus progressistes de la bourgeoisie britannique préconisent alors l'abolition de la traite des esclaves, qui a lieu en 1807. Les esclaves sont alors, à nouveau, encouragés à se reproduire. Le nouveau code de l'esclavage de 1780 autorise ainsi les mariages chrétiens entre esclaves, et promotion est faite du modèle de la famille nucléaire. Mais les incitations ont peu d'effet. Les femmes esclaves ont désormais internalisé une attitude défiante vis-à-vis de la maternité. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, elles continuent leur grève des naissances.
c'est leur manière de résister au système esclavagiste. Mariamis cite à nouveau le travail de Rhoda Reddock. Lorsqu'elles tombaient enceintes, elles utilisaient des herbes amères pour avorter, ou lorsque les enfants naissaient, beaucoup d'entre eux étaient abandonnés à leur mort en raison de la répugnance naturelle des femmes à les élever pour les voir devenir des esclaves, destinés à travailler toute leur vie pour l'enrichissement de leur maître. Cette grève des naissances provoqua une telle pénurie de main-d'œuvre dans les Caraïbes qu'à Cuba, des fermes de reproduction furent construites et l'élevage d'esclaves devint un commerce à part entière. Rhoda Reddock écrit « Le fait est que, pendant plus de 100 ans, la majorité des femmes esclaves des Caraïbes n'étaient ni épouses ni mères, et qu'en exerçant un contrôle sur leurs capacités reproductives, elles ont pu affecter profondément l'économie des plantations. » Mariamis complète immédiatement après « Ces plus de 100 ans pendant lesquels les femmes esclaves des Caraïbes n'étaient ni épouses ni mères ont été exactement la même période pendant laquelle les femmes de la bourgeoisie européenne ont été domestiquées et manipulées idéologiquement pour que l'épouse et la mère soient leur vocation naturelle. Alors qu'un groupe de femmes était traité comme une force de travail pure, une source d'énergie, l'autre groupe de femmes était traité comme des reproductrices non productives uniquement. La défiance des femmes esclaves s'étend au mariage chrétien, qu'elles considèrent comme un lien de soumission à un seul homme, potentiellement violent. Elles lui préfèrent l'union basée sur le droit coutumier, qui leur permet de quitter le conjoint à tout moment. Ces unions et cette approche de la maternité rééquilibrent quelque peu l'inégalité entre les sexes dans les populations d'esclaves et font l'objet d'interprétations racistes de la part des missionnaires occidentaux, qui y voient une résistance aux bénéfices de la civilisation. Mariamis précise que l'égalité entre les femmes et les hommes, comme manifestation du sous-développement d'une population, fait partie intégrante de la doctrine de l'administration coloniale britannique. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, l'officier politique de l'Empire britannique en Birmanie, Mr. Fielding Hall, qui trouve les Birmans trop pacifiques, suggère que les hommes doivent être entraînés à tuer pour les intérêts de l'Empire et que les femmes doivent abandonner leur liberté dans les intérêts des hommes. Les femmes birmanes perdirent en effet leur indépendance économique, tandis que les boutiques anglaises remplaçaient les bazars où elles gagnaient leur vie. Les lois du mariage et d'héritage changèrent pour réduire et conformer progressivement les femmes birmanes à l'image occidentale de ce que les femmes devaient être, c'est-à-dire des femmes au foyer. Mr. Fielding Hall déroule ainsi sa vision misogyne de la politique familiale. Avec son pouvoir d'indépendance, disparaîtra son libre arbitre et son influence. Lorsqu'elle est dépendante de son mari, elle ne peut plus lui dicter sa conduite. Lorsqu'il la nourrit, elle n'est plus capable de faire entendre sa voix aussi forte que la sienne. Il est inévitable qu'elle se retire. Les nations qui réussissent ne sont pas les nations féminines, mais les nations masculines. Plus au sud, dans la colonie néerlandaise de Sumatra au début du XXe siècle, les femmes de Java sont apportées pour rendre des services, y compris sexuels, aux travailleurs et cadres masculins. Les travailleurs mariés sont considérés trop onéreux et les autorisations de mariage sont alors difficiles à obtenir. La prostitution est donc encouragée. Mais quand la moitié des travailleuses du nord du Sumatra est gravement atteinte par une maladie vénérienne et soignée aux frais de la compagnie, le mariage devient à nouveau souhaitable et est encouragé. Les femmes sont poussées hors des champs vers le foyer, et celles qui étaient auparavant assez fortes pour endurer le travail des champs sont progressivement recadrées comme faibles et plus adaptées au travail domestique. Aux Pays-Bas, à la même époque, le modèle de la famille protestante, avec la femme au foyer inactive, est à son apogée au sein de la bourgeoisie. Mariamis analyse la politique coloniale néerlandaise ainsi. Le fait que les colons néerlandais aient utilisé deux ensembles de valeurs diamétralement opposées pour les deux groupes de femmes ne leur a manifestement pas posé de problème de conscience. L'émergence de la femme au foyer néerlandaise, l'accent mis sur la famille et les tâches ménagères à la maison, n'était pas seulement une coïncidence temporelle, mais était liée de manière causale au bouleversement des familles et des foyers parmi les ouvriers agricoles des colonies néerlandaises. Mariamis tourne ensuite à nouveau son regard vers l'Afrique, pour expliquer comment les femmes africaines ont été ensauvagées par le regard des colons et l'esclavagisme. Elle s'appuie sur le travail de George Brooks pour évoquer les marchandes de la tribu Wolof au Sénégal au XVIIIe siècle. Ces femmes, appelées signaresses par les colons,
occupaient des postes élevés dans les sociétés précoloniales d'Afrique de l'Ouest. Maria-Miss raconte ainsi: les premiers marchands portugais et français qui sont arrivés au Sénégal à la recherche de marchandises étaient totalement dépendants de la coopération et de la bonne volonté de ces femmes puissantes qui concluaient des alliances sexuelles et commerciales avec ces Européens. Non seulement elles possédaient de grandes richesses, accumulées grâce au commerce avec les parties inférieures de leur région, mais elles avaient également développé un mode de vie si cultivé, un tel sens de la beauté et de la grâce que les aventuriers européens qui entraient en contact avec elles pour la première fois en étaient époustouflés. Certains Européens nouaient des mariages Wolof avec ces femmes signaresses et intégraient le mode de vie africain. Leurs enfants occupaient des postes importants dans la société coloniale et les filles devenaient signaresses à leur tour. Maria-Miss précise qu'à cette époque, ces Européens ne sont pas encore imbibés des préjugés racistes. Elle situe le changement d'attitude vis-à-vis des populations locales à l'arrivée de l'armée et de l'administration britannique dans cette partie du continent africain. Ceux-ci condamnent les mariages entre noirs et blancs et imposent la prostitution aux Africaines. Pour Maria-Miss, c'est véritablement le moment de l'histoire où le racisme entre en scène. La femme africaine est dégradée et transformée en prostituée pour les colonisateurs anglais, puis les théories de la supériorité raciale de l'homme blanc et de la bestialité des femmes africaines sont propagées. Dans ces colonies britanniques, de nombreux hommes imprégnés de préjugés racistes se retrouvent alors célibataires. Ils sont souvent alcooliques, ont une addiction au jeu d'argent et sont clients de prostituées. Ainsi, l'intégration sociale des Européens en Afrique se transforme en séparation hiérarchique entre les Blancs et les Noirs, qui avilit et dégrade les conditions de vie de tous, mais en particulier des femmes noires. En Afrique australe, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans ce qui est désormais la Namibie, les Allemands déploient une stratégie similaire à celle des colons britanniques. Comme eux, ils interdisent les mariages mixtes et encouragent la prostitution des Africaines. En 1904, la rébellion du peuple Herero est brutalement écrasée par les colons allemands dans ce qui est désormais considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Les femmes Herero vont alors provoquer une grève des naissances, refusant de fournir la main-d'œuvre aux fermiers allemands. L'un d'eux écrit ainsi: les agriculteurs allemands tentent depuis des années de remédier à ce triste état de fait en offrant une prime pour chaque enfant né à la ferme, par exemple une chèvre. Mais le plus souvent en vain. Une partie des femmes autochtones d'aujourd'hui s'est trop longtemps livrée à la prostitution et est gâtée pour la maternité. Une autre partie ne veut pas d'enfants et s'en débarrasse lorsqu'elle est enceinte par l'avortement. Dans de tels cas, les autorités doivent intervenir avec toute la sévérité requise. Les massacres perpétrés par les colons allemands et la grève des naissances qui s'ensuivit fit chuter le nombre d'Herero de 80 000 à 15 000 individus en l'espace de 17 ans. Maria-Miss remarque avec justesse que les femmes africaines n'étaient pas seulement des victimes impuissantes dans ce processus de colonisation, mais elles comprenaient précisément leur pouvoir relatif dans les relations de production coloniale et utilisaient ce pouvoir en conséquence. Pour Maria-Miss, les exemples birmans, indonésiens et africains viennent corroborer sa thèse selon laquelle le processus colonial a dégradé la situation de ces femmes qui détenaient une forme de pouvoir et d'indépendance. Celles-ci sont désormais désignées comme bestiales et sont incorporées à l'idée de nature sauvage. Cette naturalisation des femmes colonisées est la contrepartie de la civilisation des femmes européennes. Maria-Miss explique ainsi: alors que les femmes africaines sont traitées comme des sauvages, les femmes des colonisateurs blancs dans leur patrie sont élevées au statut de dames. Ces deux processus ne sont pas produits côte à côte, ne sont pas simplement des parallèles historiques, mais sont intrinsèquement et causalement liés au sein de ce mode de production patriarcal capitaliste. Cette création de femmes sauvages et civilisées et la polarisation entre les deux étaient et sont toujours le principe structurel organisateur également dans d'autres parties du monde soumises au colonialisme capitaliste. Ce qui nous amène au deuxième versant de cette étude des liens entre colonisation et femme-foyerisation, c'est-à-dire l'analyse de l'impact de ces politiques sur les femmes des pays colonisateurs. Concernant celles envoyées dans les colonies pour se marier aux colons déjà installés, Maria-Miss cite l'exemple allemand de la Ligue des femmes de la société coloniale allemande.
Elle recrutait de jeunes femmes précédemment employées comme domestiques dans les maisons bourgeoises. Arrivées dans les colonies, celles-ci se transformaient rapidement en maîtresses de maison et s'employaient à civiliser les Africaines mises à leur service. Comme le remarque Mariamis, il est étonnant d'observer à quel point ces femmes, qui il n'y a pas si longtemps faisaient elles-mêmes partie des opprimés, ont rapidement partagé les préjugés comme les indigènes sales et paresseux, qui étaient courants dans la société coloniale. L'ascension des femmes européennes du statut de simple reproductrice à celui de femme au foyer s'est propagée à partir de la bourgeoisie jusqu'aux femmes du prolétariat. Elles furent progressivement domestiquées et civilisées pour endosser ce rôle. Depuis le Moyen-Âge, l'instruction des filles nobles relève essentiellement de l'enseignement des principes de vertu, de piété et de bienséance. À partir du XVIe siècle, cette éducation religieuse de la noblesse féminine se poursuit et se sophistique. Le théologien espagnol Juan Luis Vives recommande l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux femmes nobles, mais exclusivement à partir d'ouvrages de morale et préconise leur maintien à l'intérieur de leur maison, afin d'éviter les tentations et les calomnies qui pourraient ruiner la réputation de leur famille. Son livre, L'instruction de la femme chrétienne, circule beaucoup et remporte un vif succès dans les milieux humanistes européens. Au siècle suivant, le théologien et pédagogue français Fénelon ajoute dans son traité de l'éducation des filles, paru en 1687, que l'instruction est nécessaire aux femmes pour remplir avec succès tous les devoirs que leur imposent la nature et la société, en particulier l'éducation des enfants. Les femmes exercent à ses yeux un rôle civilisateur. Mariamis divise le processus de femme-au-foyérisation en deux périodes. La première est le développement des produits de luxe pour dames. En effet, l'émergence de la première classe de femmes accumulatrices en Europe et plus tard aux États-Unis a lieu en parallèle de la chasse aux sorcières en Europe et de l'asservissement des femmes dans les espaces colonisés du Sud global. La majeure partie des biens et ressources pillées dans les colonies sont des produits de luxe. Au départ, seuls les plus privilégiés peuvent s'acheter ces précieux textiles, épices, pierres, etc. Werner Sombart, auteur en 1922 d'une étude sur le luxe et le capitalisme, estime que c'est à cause de cette classe de femmes qui réclamaient ces produits de luxe pour leur performance sociale à la cour que le capitalisme a connu un tel essor. Mariamis réfute bien évidemment cette thèse misogyne qui donne une fois de plus aux femmes le mauvais rôle. Elle rappelle que ce sont bien les hommes qui détenaient alors tout le pouvoir économique et politique et prenaient les décisions. Néanmoins, Werner Sombart a le mérite d'être le premier à relever un élément d'importance. Le capitalisme est né de la création de la consommation de produits de luxe, et non de la nécessité de satisfaire les besoins croissants de la subsistance des masses. Au départ, seule la classe d'individus la plus privilégiée pouvait se les offrir. Puis progressivement, ceux-ci devenaient des produits de consommation courante, comme ce fut le cas pour le thé. Pour Sombart, ce déploiement du luxe à travers l'Europe a trois conséquences sur la vie des femmes. Premièrement, une tendance à la domesticité. Alors que le luxe médiéval était de nature publique sur les marchés et durant les fêtes, il devient privé et est affiché à la cour et dans les palaces. Ensuite, c'est une tendance à l'objectification. La richesse ne s'exprime plus à travers la possession du nombre de vassaux, mais à travers l'affichage de ses biens matériels achetés avec de l'argent. Enfin, une tendance à la contraction du temps. L'approvisionnement en produits de luxe arrive désormais toute l'année et ne dépend plus de la saisonnalité. Il est possible d'en consommer beaucoup, souvent, tout au long de sa vie. De ces tendances, Mariamis relève en particulier celle à la domesticité et au retranchement dans l'espace privé. Selon elle, cela a mené à la création de l'espace privé comme domaine réservé des femmes en tant que mères et femmes au foyer. Celui-ci devient le lieu de la consommation et de l'amour, par contraste avec les domaines publics des hommes de production et d'accumulation. Ce qui mène à la deuxième étape du processus de femme-au-foyérisation. La famille nucléaire et la femme au foyer en tant que colonie du petit homme blanc. Mariamis explique que la famille nucléaire créée dans les pays colonisateurs européens s'appuie sur la combinaison forcée des principes de parenté et de cohabitation, et la définition de l'homme comme chef de ce ménage et soutien de famille pour l'épouse légale non rémunérée et leurs enfants.
Ce modèle familial n'est d'abord possible que parmi les classes possédantes. Mais à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, un ensemble de réformes vient encourager la formation de la famille nucléaire au sein des classes subalternes. En réalité, c'est seulement à partir de la fin du XVIIIe siècle que le concept même de famille gagne en popularité. Auparavant, il était uniquement associé à l'aristocratie, aux familles royales et nobles. Les personnes sans terre n'étaient pas censées avoir de famille. Mariamis précise par ailleurs que la famille au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire une combinaison de corésidence et de parenté par le sang, basée sur le principe patriarcal, n'existait même pas dans l'aristocratie. La corésidence, en particulier celle du mari, de l'épouse et de leur progéniture, est devenue le critère déterminant la famille bourgeoise. Ainsi, notre concept actuel de la famille est un concept bourgeois. Enfermées dans leurs douillets appartements, les femmes de la bourgeoisie sont exclues des affaires désormais pleinement dévolues aux hommes, la guerre, la politique, l'économie. Mariamis écrit « La bourgeoisie, en particulier la bourgeoisie anglaise puritaine, a créé l'idéologie de l'amour romantique afin de compenser et sublimer l'indépendance sexuelle et économique que les femmes avaient avant la montée de cette classe. » Ainsi, Mariamis, en s'appuyant sur les travaux de 3 auteurs allemands, contredit la thèse de Marx et Engels, qui pensaient que le capitalisme avait détruit la famille. Au contraire, avec l'aide de l'État et de sa police, il a créé la famille d'abord dans les classes possédantes, puis dans la classe ouvrière, et avec lui, la femme au foyer comme catégorie sociale. À la fin du XVIIIe siècle, les femmes et les enfants forment la majeure partie du prolétariat industriel. Très vulnérables, elles coûtent peu cher et sont facilement dispensables. Conséquence de la chasse aux sorcières, les femmes sont désorganisées, atomisées, et ne font pas partie des associations et syndicats masculins qui se créent. Elles n'ont aucun levier de négociation et sont la proie des capitalistes. Mais au début du XIXe siècle, l'exploitation extrême des femmes dans l'industrie pose problème aux capitalistes. Elles ne sont plus en assez bonne santé pour reproduire la main-d'œuvre et les futurs soldats. Ces femmes ne vivent pas en famille et ne sont pas mariées, mais se déplacent d'usine en usine, accompagnées de leurs enfants, en rejoignant des bandes de jeunes gens. Mariamis s'explique. Ces femmes n'avaient aucun intérêt matériel particulier à produire la prochaine génération de travailleurs misérables pour les usines. Mais elles constituaient une menace pour la morale bourgeoise, avec son idéal de la femme domestiquée. Par conséquent, il était également nécessaire de domestiquer la femme prolétaire. Il fallait faire en sorte qu'elle engendre des ouvriers. En effet, contrairement à la classe bourgeoise, pour qui l'héritage filial constitue une assurance pour prendre soin des parents et du patrimoine, les prolétaires n'ont pas d'intérêt à se reproduire. L'État va donc intervenir pour s'immiscer dans la vie reproductive des prolétaires. L'infanticide est criminalisé. En Allemagne, le mariage est finalement autorisé pour les non-propriétaires terriens. Les rapports sexuels avant et en dehors du mariage sont criminalisés. Et après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, l'avortement l'est également. Les capitalistes peuvent s'appuyer sur les forces de police fournies par l'État pour contrôler la bonne moralité de leurs travailleurs que l'Église se charge de leur inculquer. Comme l'écrit Mariamis, ce que l'État laïque appelle un crime, les églises l'appellent un péché. Cette stratégie pour forcer la reproduction de la classe prolétaire fonctionne, notamment parce qu'au moment où elle est mise en action, les femmes n'ont plus accès au savoir contraceptif. Au début du XXe siècle, les femmes des foyers pauvres vivent dans des logements étroits avec des pièces multifonctionnelles. Elles n'ont pas la place pour stocker leurs denrées et doivent tout acheter. L'eau courante n'existe pas, le four à charbon fait aussi office de chauffage et l'hygiène est restreinte au minimum. L'idéal domestique promu par les magazines féminins et les manuels de sciences ménagères est inatteignable pour ces femmes. Geneviève Pruvot résume ainsi la situation au début du XXe siècle. Il y a 2 types de femmes au foyer. Les unes, aidées par des employés de maison, externalisant certains services et ayant accès à toutes les commodités, et les autres, trop pauvres pour se faire seconder et ne pas devoir compléter leur salaire en travaillant à domicile ou à l'extérieur. Ces écarts sociaux majeurs, accentués par la tyrannie quotidienne de la blancheur, sont fondamentaux pour comprendre pourquoi la mécanisation et le confort moderne ont pu sembler une libération tout au long du XXe siècle.
L'historienne Ruth Cowan, citée par Geneviève Pruvot, insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une libération réelle. Elle soutient que la mécanisation n'a pas fait gagner du temps aux femmes, elle a juste permis de remplacer le travail des hommes et des enfants. La femme au foyerisation massive au tournant du XXe siècle ouvre de nouveaux marchés. Le travail de consommation des femmes au foyer est alors pleinement accaparé. Et elle ne profite pas qu'à l'État et aux capitalistes. Les mouvements socialistes s'emparent du sujet. Les ouvriers masculins demandent à être mieux payés pour pouvoir entretenir leur famille et permettre à leurs épouses de rester au foyer. Ces prolétaires antiféministes étaient principalement préoccupés par la menace que l'entrée des femmes dans la production industrielle ferait peser sur les salaires et les emplois des hommes. Et régulièrement, des demandes étaient déposées lors des congrès pour demander que l'accès à ces emplois soit interdit aux femmes. La famille, composée d'une mère au foyer, est un modèle largement partagé à gauche, y compris parmi des personnalités plus radicales, comme August Bebel ou Clara Zetkin. Celle-ci partageait l'opinion de Marx et Engels, selon laquelle le capitalisme a créé une égalité d'exploitation entre les femmes et les hommes. Selon elle, les femmes prolétaires ne doivent pas combattre les hommes comme le font les femmes bourgeoises, mais se battre contre le capitalisme aux côtés des hommes. Clara Zetkin écrit ainsi : « Ce qu'il faut, c'est ériger des barrières contre l'exploitation de la femme prolétaire. Ce qu'il faut, c'est lui rendre ses droits d'épouse, de mère et les garantir. » L'analyse marxiste s'inscrit dans la même ligne. La valeur de la force de travail est basée sur le concept que le travailleur a une femme au foyer qui ne travaille pas. À partir de là, tout travail féminin est dévalorisé, qu'il s'agisse du travail salarié ou du travail domestique. Ce chapitre sur la colonisation et la femme au foyerisation se termine sur ce qui caractérise ces deux processus. Mariamis écrit : « La femme au foyerisation signifie l'externalisation ou l'extraterritorialisation de coûts qui autrement devraient être couverts par les capitalistes. Cela signifie que le travail des femmes est considéré comme une ressource naturelle, librement disponible comme l'air et l'eau. La femme au foyerisation signifie à la fois l'atomisation et la désorganisation totale de ces travailleuses cachées. Ce n'est pas seulement la raison du manque de pouvoir politique des femmes, mais aussi de leur manque de pouvoir de négociation. La liberté du prolétaire de vendre sa force de travail est fondée sur la non-liberté de la femme au foyer. La prolétarisation des hommes est basée sur la femme au foyerisation des femmes. C'est ainsi que le petit homme blanc a également obtenu sa colonie, à savoir une famille et une femme au foyer domestiquée. C'est le signe qu'enfin, le prolétaire sans propriété s'est élevé au statut civilisé de citoyen, qu'il est devenu un membre à part entière d'une culture-nation. Cette ascension, cependant, s'est payée par la subordination et la domestication des femmes de sa classe. L'extension des lois bourgeoises à la classe ouvrière signifie que dans la famille, l'homme sans propriété est aussi un seigneur et un maître. Mariamis conclut ce chapitre en tissant une nouvelle fois le lien entre colonisation et femme au foyerisation. Ces deux processus de colonisation et de domestication sont étroitement et causalement liés. Sans l'exploitation continue des colonies extérieures, autrefois en tant que colonies directes, aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail, l'établissement de la colonie intérieure, c'est-à-dire une famille nucléaire et une femme entretenue par le père de famille, n'aurait pas été possible. Ici se termine le 3e chapitre de Patriarchy and Accumulation on the World Scale. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. On se retrouve pour le prochain épisode consacré au 4e chapitre intitulé « Femmes au foyerisation internationale, les femmes et la nouvelle division internationale du travail ». On verra quelle place les femmes du Nord et du Sud occupent désormais dans l'économie capitaliste mondiale en abordant des cas concrets, avec l'histoire récente de l'île de la Réunion et la mise en place de la prostitution de masse en Asie du Sud-Est.
À bientôt sur Floraison.